Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Et justement, en parlant de prévention, l'un de ses piliers fondamentaux, c'est bien sûr l'alimentation. Et cette notion ne date pas d'hier. Vous connaissez tous cette célèbre citation d'Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. Alors qu'il est ou non prononcé cette phrase, manger sainement est effectivement la garantie d'une bonne santé. Encore faut-il savoir ce que signifie manger sainement. Eh bien, ça tombe bien, puisqu'on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. J'ai invité aujourd'hui trois experts en nutrition pour faire la chasse aux idées reçues et vous montrer que bien manger, ce n'est pas si compliqué. C'est avant tout une question de bon sens. Catherine Laforêt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes nutritionniste, diététicienne au centre de l'obésité Bernard Descottes en Haute-Vienne. C'est ça. Marie Varivière, bonjour. Enchantée, bonjour Véronique. Vous êtes coach en nutrition et en développement personnel, ce qui veut dire que vous allez nous aider à mettre en pratique la théorie. C'est ça, c'est la mise en œuvre d'un changement alimentaire auprès des personnes qui me consultent. Parce qu'on a beau connaître la théorie, la pratique n'est pas toujours simple. Franck Gigon, bonjour. Bonjour Véronique, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous de là où vous êtes, dans les Pyrénées. Vous êtes médecin, nutrithérapeute et micronutritionniste et vous êtes également spécialisé en phytothérapie. J'ai rien oublié ? Absolument, tout va bien. Alors, histoire de vous mettre un petit peu en appétit, tous, en ce début d'émission, nous sommes allés explorer l'assiette des Français et on écoute leurs réponses au micro de Cédric Manet et de Nick Ressman. Je mange beaucoup de fruits et de légumes vapeur, du poisson, courbouillon, pas beaucoup de viande, pas de sucreries, ni gâteau, ni quoi que ce soit, ni chocolat, ni bonbons, ni voilà. Ah ouais. Ce qu'il faudrait que je limite dans ma nourriture, certainement la viande, surtout le cochon parce que charcuterie j'en mange quand même beaucoup. À part ça, je mange raisonnablement des légumes, ce qui veut dire pas beaucoup. Niveau sucre, je fais pas vraiment attention, mais je fais pas d'excès non plus. Donc je pense pas avoir besoin de faire attention étant donné que je vais pas faire d'excès. Je suis un peu en rééquilibrage alimentaire, donc j'essaie de faire le plus attention possible, mais c'est compliqué. Donc voilà, donc des aliments qui parfois sont un peu gras, sont un peu sucrés, pas forcément toujours bons pour la santé, mais j'essaye de faire attention. Les pizzas, c'est plutôt en famille, le samedi soir ou le vendredi soir. Et tout ce qui est McDo, c'est quand on mange dehors, en ville, etc. Souvent, on va vers des fast-food. Dans le discours sur le mieux manger, tout ça, c'est pas quelque chose qui m'a influencée. Bon, la réflexion, elle est beaucoup plus en amont. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Et je trouve que c'est trop moralisateur tout ce qu'on peut nous dire. Et donc, je suis assez imperméable à tout ça. Et je le disais tout à l'heure, la nutrition est un sujet très à la mode, qui véhicule encore beaucoup de fausses croyances. Mais grâce aux avancées de la science, quand même, aujourd'hui, on a quelques certitudes en matière d'alimentation. Je dis qu'on ne sait pas encore tout. Et je vous propose justement, en première partie de cette émission, de rétablir certaines vérités. Bon, vous êtes prêts ? On va faire un petit vrai-faux. Alors déjà, concernant la composition du petit déjeuner, faut-il adopter la version anglo-saxonne, c'est-à-dire gras et protéiné, ou plutôt la version française, qui est majoritairement sucrée, pour être en bonne santé ? Franck, on vous écoute là-dessus. Directement. Bon, eh bien, je pense que les anglo-saxons méritent leur réputation, puisque les études ont montré que les protéines et le gras le matin étaient plutôt quelque chose d'équilibré du point de vue de la chronobiologie et que de manger un petit peu trop sucré le matin était quelque chose peut-être qu'il faudrait redéployer de façon différente. Moi, je suis bien d'accord avec vous, Catherine. Vous en pensez quoi ? Plutôt des protéines le matin que du sucre, on est d'accord. Alors, ça a un impact sur la glycémie. Dès le matin, c'est pas terrible. Voilà. Je suis d'accord aussi, surtout que les petits déjeuners sucrés peuvent être vite très sucrés sans qu'on s'en rende compte. Il y a beaucoup de céréales du petit déjeuner très sucrés. Les jus de fruits, des fois on pense manger un fruit, mais les jus de fruits comptent comme un produit sucré. Donc on peut vite tomber dans l'excès. Après, vraiment adapter aussi en fonction de ce que chacun aime, etc. Mais je suis d'accord après sur ces études qui montrent que c'est plus intéressant
Donc ça veut dire, Mariva, manger Alors, quoi du coup? Malgré tout, le français reste attaché à ses habitudes. C'est vrai que la confiture a toujours sa place, le beurre, le bon beurre d'autant plus. Hein. Donc après, le tout aussi, c'est de savoir peut-être, je dirais, varier les plaisirs. Hein, c'est-à-dire que pourquoi pas faire un moment un petit déjeuner anglo-saxon à la façon anglo-saxonne et puis d'autres moments justement le petit déjeuner à la française. Voilà, je pense qu'après tout est une question de modération et d'équilibre. Mais prendre un petit déjeuner, on le disait, gras et protéiné, ça veut dire c'est du fromage, du jambon, des œufs, du saumon fumé, etc. On est bien d'accord. Donc c'est vrai qu'il faut veiller à pas aussi aller dans des choses trop salées, justement. Et effectivement, si on va avoir des apports en viande, poisson ou œufs le matin, veillez à ce qu'il n'y en ait pas après le midi et le soir, parce que ça peut vite être trop aussi. Donc c'est vraiment quelque chose à voir sur la journée. Et vraiment cette idée de variété aussi est très importante. Et puis surtout cette notion de sur-mesure, c'est-à-dire que la façon de s'alimenter doit nous être propre. Hein. Chacun doit trouver sa propre façon de s'alimenter, ce qui va lui faire du bien. Faut-il absolument prendre un petit déjeuner si on n'a pas faim le matin? Alors, moi, c'est vrai que de plus en plus de personnes, avant, quand ces personnes se disaient qu'elles ne prenaient pas de petit déjeuner, tout le monde s'offusquait en disant non, il faut absolument prendre ce repas du matin, alors que maintenant, on se rend compte que le fameux jeûne intermittent est aussi une option, hein, en effet, et il peut correspondre à certains profils. C'est-à-dire qu'on concentre ses prises alimentaires sur une période de 10 heures ou de 8 heures pour laisser ses intestins au repos pendant 16 heures ou 14 heures. Pour favoriser la vidange gastrique, justement. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck, de ce jeûne intermittent qui est très à la mode en ce moment? Quels peuvent être les écueils? Oui, écoutez, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je l'ai moi-même pratiqué pendant de nombreuses années. Il semble que de diminuer ce qu'on appelle la fenêtre d'alimentation sur 24 heures, alors que ce soit un jeûne intermittent ou que ce soit simplement par exemple, si vous mangez de garder ces 3 repas, mais les concentrer sur une période plus courte. Ouais. Voilà, c'est tout simplement cela. Ça rejoint d'abord les effets du jeûne intermittent. Il semblerait que ce soit très intéressant du point de vue biologique sur ce qu'on appelle la résistance à l'insuline, sur la perte de poids, sur beaucoup d'événements biologiques de notre corps. Sur le microbiote aussi, de pouvoir laisser ses intestins au repos pendant cette période-là. Absolument. On a des effets remarquables et au-delà de ça, ça permet de faire ce que vient de dire votre intervenant, une pause au niveau du tube digestif qui relance la biologie au niveau de l'organisme. Mais précisons quand même qu'on parle de jeûne, mais les boissons sont autorisées, pas les boissons sucrées bien sûr, mais le café, le thé, l'eau, tout ça c'est autorisé pendant cette période de jeûne. A-t-on besoin de manger régulièrement de la viande? On le voyait tout à l'heure dans le reportage. C'est vrai qu'il y avait une des personnes interrogées qui pensait qu'elle mangeait trop de protéines. Mais finalement, on mange trop de sucre dans notre alimentation et peut-être pas assez de protéines, d'où l'intérêt déjà de commencer à en manger le matin. Mais est-ce qu'il faut en manger régulièrement et quel type de viande? Catherine? Alors, il faut savoir que d'après les études françaises, sur le comportement alimentaire des Français, on aurait plus tendance à manger des fois trop de viande, justement. Donc oui, on en a besoin. Alors, viande, poisson et œufs. On va parler de ce groupe d'aliments-là. Par contre, c'est 1 à 2 fois par jour. Il n'y a pas besoin de plus. Et même maintenant, on trouve même des alternatives. Si des jours, il n'y en a pas, si on apporte des légumes secs, par exemple, ça peut permettre d'apporter aussi des protéines sous une autre forme. Oui, qui sont des protéines végétales. Franck, vous en pensez quoi? On a besoin quand même de protéines. Est-ce qu'on en consomme suffisamment? Absolument. La science nous montre qu'on n'en mange probablement pas assez de protéines, hein, pas forcément de viande, mais de protéines. Ouais. Il faut plus raisonner en termes de protéines qui se concentrent aussi effectivement dans les œufs, dans les viandes maigres, dans les légumes secs. On a par exemple le soja fermenté qui en contient beaucoup. Bien sûr, parce que quand on parle de viande, c'est vrai que les gens pensent souvent viande rouge. C'est la viande rouge qui peut être néfaste pour la santé, surtout si on a des taux de fer importants. Donc ça, c'est quelque chose d'important à vérifier. Mais il y a la viande blanche, etc., qui sont des protéines animales intéressantes. Oui, absolument. Et puis, on a démontré dans les études que manger trop de charcuterie et de viande rouge augmentait statistiquement le risque de cancer du côlon. Donc maintenant, il y a une tendance actuelle à diminuer globalement la consommation de viande, mais pour autant, vous avez raison, il faut faire très attention à ne pas diminuer le taux de protéines par jour, qui reste une matière première très importante pour nos organismes. 5 fruits et légumes par jour, est-ce vraiment réaliste?
Qui veut répondre? C'est toujours la question un peu touchy. Oh, après, les études nous montrent que 5 légumes et fruits par jour couvrent les besoins alimentaires, en tout cas les besoins nutritionnels en vitamines et minéraux d'une personne. Donc, si on se réfère à ces études, je dirais oui. Après, la forme, elle peut être variée. Hein. Est-ce que c'est faisable en pratique? C'est-à-dire après, sur une répartition dans une journée, oui, vous avez une portion fruits au petit déjeuner, une portion fruits soit au déjeuner, plus une portion légumes. Après, ça vous laisse encore 2 portions, puisque une portion, c'est 100 grammes à peu près. Hein. Ouais. Donc, oui, vu sous cette optique, oui. Peut-être je pense que c'est le visuel, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, on s'imagine manger son concombre, peut-être, je sais pas moi. On parle de portions. Alors et qu'en fait, portion, c'est des portions, c'est une portion moi, de 100 grammes. Portion, c'est la paume de la main, ça. à peu près. Voilà, il faut se référer à ça. Mais on a tendance quand même à manger plus de fruits que de légumes, c'est sûr, les fruits c'est sucré. Après, et c'est ça qu'il faudrait inverser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est plutôt 3 portions de légumes pour 2 portions de fruits. Tout à fait. Franck, vous êtes d'accord aussi avec ça? Oui, alors là, même pour aller plus loin, il y a des études récentes qui montrent qu'il faudrait manger jusqu'à 10 portions de fruits et légumes par jour, ce qui est équivalent à peu près à 800 grammes de fruits et légumes. Alors, effectivement, les fruits, il faudrait les réduire à leur portion congrue et augmenter plus la part de portions de légumes frais et de légumes secs. Mais on va dire que ce soit d'ailleurs cuit ou cru, les résultats sont quasiment les mêmes. Mais disons qu'effectivement, il faut tendre vers une végétalisation de notre alimentation. Oui, puisqu'il faut rappeler que les fruits, ça reste quand même du sucre aussi. Il y a une question qui fait un petit peu débat en ce moment, je pense qu'on a tous notre avis, mais quand manger les fruits, justement? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors ça, c'est sur un grand débat. Mais je pense qu'après, tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Si on considère que le fruit, pour prendre tous ces minéraux, ces vitamines, on va plutôt le conseiller de le manger avant. Alors que si on veut réduire son impact glycémique, on va plutôt considérer qu'il faut le manger après le repas. Tendance à avoir en priorité de réduire l'impact de la glycémie, notamment votre fameuse hémoglobine glyquée. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck? Quand est-ce que vous recommandez, vous, la consommation des fruits? Pour avoir un petit peu fouillé, il n'y a pas d'études qui montrent qu'il y a un avantage de les manger avant ou après. Je pense que c'est plus une question de tolérance personnelle. Et de toute façon, il faut se rappeler que les fruits, il y a du sucre, certes, mais c'est du sucre qui est emmêlé dans des fibres végétales, donc il y a dégradation lente. Alors après, ça dépend un petit peu des fruits et de leur maturité. Mais globalement, c'est plus par rapport à, je dirais, au microbiote, parce que ça va déclencher potentiellement des réactions différentes chez les personnes. Donc je dirais que c'est selon. Mais il n'y a pas de règle. En tout cas, moi personnellement, quand j'ai des patients qui ont une hémoglobine glyquée un petit peu élevée ou une glycémie un petit peu élevée, je vais leur conseiller plutôt de les prendre après un repas où il y a eu des protéines justement. Et je vois vraiment que les paramètres baissent. Donc, alors que quand on mange des fruits de façon isolée, là, ça peut faire augmenter tous ces paramètres. Faut-il éviter le sel? Là aussi, ça peut être un sujet qui peut prêter à des idées reçues. Franck, qu'est-ce que vous en pensez? Alors le sel est un fléau dans nos sociétés modernes occidentales puisque nous mangeons beaucoup trop de sel en quantité générale, mais c'est plus du sel caché que du sel apparent. Ce n'est pas le sel que l'on rajoute à la main, ça intervient à hauteur de 10%. Et donc ce sont les aliments dits industriels qui en véhiculent le plus, et notamment aussi les boulangeries, les pâtisseries, les eaux pétillantes, les choses comme ça. Donc c'est plutôt à tout cela qu'il faut faire attention pour réduire considérablement notre quantité de sel. Si on consomme beaucoup de plats industriels, mais sinon, rappelons quand même qu'on a besoin du sel aussi, on a besoin de sodium pour bien faire fonctionner ces surrénales, donc il ne faut pas le diaboliser non plus complètement. Tout à fait. Déjà, naturellement, avec l'alimentation de base, même si on fait beaucoup de cuisiner maison et qu'on sale un petit peu, on va trouver un peu de sel dans le pain, un peu dans le fromage, et sans excès, justement, si on en consomme de façon raisonnée. Est-ce que c'est le gras qui fait grossir? Parce que ça encore... C'est encore une idée reçue qu'on entend très souvent. Ce qui fait grossir, c'est de manger de trop en général. Oui, les quantités, ça on est bien d'accord. Et c'est pas forcément le gras. D'ailleurs, depuis maintenant quelques années, on conseille de manger un peu plus de gras que ce qu'on conseillait avant. Bien sûr. Donc c'est vraiment quelque chose qui a évolué. Franck? Eh bien, on a diabolisé le gras depuis ces 50 dernières années. Et on a trouvé qu'il y avait du bon gras et du mauvais gras, en quelque sorte.
Donc, par exemple, les oméga 3, ce sont des acides gras polyinsaturés dont on manque et qu'il faut apporter un peu plus par les végétaux que, par exemple, par les poissons. Et puis, au-delà de ça, on a fait des raccourcis. On a pensé que le gras que l'on avait dans notre petite bedaine, il venait du gras que l'on mangeait. Mais rien n'est plus faux. Il vient essentiellement d'une surabondance de sucre qui va se transformer en réserve de graisse. Et ouais, c'est ça qu'on ne sait pas forcément. C'est que le sucre, si on ne l'utilise pas tout de suite, il va être stocké sous forme de gras. Voilà. Tout à fait. Alors après, quand on parle de mauvais gras, c'est vrai que bon, le gras qui provient des animaux, c'est vrai que c'est sûrement ce gras-là qu'il faut absolument réduire de façon générale. Voilà, mais qu'il ne faut pas enlever non plus de son alimentation et complètement. Ouais. Oui, ce qu'on appelle les graisses saturées, justement, ces graisses animales, et privilégier plutôt des graisses insaturées, les oméga 3, oméga 6, etc. On va passer à notre deuxième partie, les conseils et astuces pour justement ne pas craquer quand on a des envies sucrées, comment manger moins salé, moins sucré, etc. Alors, on parlait du sucre, justement. Quelles peuvent être les astuces pour arriver à diminuer sa consommation de sucre sur la journée? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux personnes qui nous regardent? Mariva, qu'est-ce que vous leur conseillez quand vous avez quelqu'un qui vous dit alors, après, la pulsion, si elle est ponctuelle, donc là-dessus, la personne, il faudrait qu'elle ait à disposition, je dirais, des aliments pas trop caloriques qui lui permettent de calmer sa pulsion. Mais après, bon, moi, j'apprends aussi aux personnes à gérer cette pulsion par des techniques de PNL ou de visualisation. Bon, ça, c'est sur la partie psychologique. Il faut la respecter, cette pulsion, mais ne pas manger du sucre. Alors après, elle peut aussi, si elle est de façon récurrente, après, c'est d'organiser les choses, justement pour en tenir compte et que du coup, ça ne devienne plus une pulsion. C'est-à-dire, à la limite, mettre en place une collation. Si on se rend compte que tous les jours à 4 heures, on se jette sur du fromage et du pain, à ce moment-là, c'est de se dire, bon, voilà, j'instaure une collation et elle prend sa place dans ma nutrition quotidienne. Catherine, vous êtes d'accord? Je suis d'accord pour une partie, j'aimerais bien étayer un petit peu. Je suis d'accord dans le sens, en tout cas c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se cache derrière cette pulsion, parce qu'il y a beaucoup de pulsions qui sont dues à la faim, des fois. C'est juste parce qu'on n'a pas mangé suffisamment ou correctement au repas précédent, ou effectivement instaurer une collation, ça peut être intéressant. Après, si on a vraiment envie d'un aliment en particulier, des fois chercher à le remplacer par autre chose, ça n'a pas toujours marché. C'est à chacun de tester là encore et de voir, mais déjà l'idée quand ça arrive, c'est de se poser, prendre le temps de respirer un bon coup, de prendre le temps d'observer ce qui se passe. C'est pas toujours facile, quand on est vraiment sur le coup de la pulsion, mais quand on peut le faire, ça peut déjà changer des petites choses. Et si vraiment, c'est vraiment là, pourquoi pas se dire, ok, j'y vais. Par contre, je reste présent dans mon corps et je déguste. Je prends le temps de ressentir chaque goût, chaque saveur, pour justement répondre à cette pulsion sans tomber dans l'excès. Alors, parlons des seniors qui souffrent souvent d'une perte d'appétit qui est liée à une perte de goût ou à une maldigestion des protéines ou encore à un problème de mastication ou à un état dépressif, ce qui entraîne souvent une perte de poids avec affaiblissement du système immunitaire. Donc, les aider à manger suffisamment et de façon équilibrée en EHPAD, c'est le pari relevé avec brio par la mutualité française bourguignonne qui, en 2019, a créé un référentiel restauration hôtelière. Alors, découvrez justement comment Pascal Prin, chef de cuisine de l'EHPAD du Parc à Genlis, a ravivé les papilles de ses résidents. Regardez. Je fais ce métier depuis 40 ans. J'ai commencé à 15 ans en pré-apprentissage. C'est une passion, c'est un métier passion. J'exerce depuis des années. Le jeudi, salade de cervelas, cuisses de pintade, pieds panés, haricots verts persillés et fruits. Alors en ce qui concerne le référentiel, ce qui était vraiment intéressant, c'était qu'il y avait des particularités sur les types de produits à utiliser, à employer. Certains interdits, comme par exemple les potages déshydratés en poudre, qui ne doivent pas être présents au niveau des menus. Des choix de produits sur des produits durables, des produits de qualité et des produits de proximité. Le menu, en fait, je peux le faire aussi bien haché qu'en mixé. On va accentuer un petit peu avec des épices, avec une sauce, un coulis. Donc tout ça fait qu'on remet un petit peu de vivacité dans leur assiette, quoi. On sait très bien qu'un résident, il va manger 80 grammes de viande, il ne va pas en manger 120, sinon il va le laisser dans son assiette. Donc je peux gérer justement la quantité nécessaire, le grammage, il ne me reste rien à la fin du repas. J'ai aucun déchet. On a du bon manger, c'est bien préparé. Souvent, c'est bien présenté. Il y avait la glace au milieu et c'était décoré comme un cygne.
C'est joli, c'est très bon aussi. C'est ça, ils existent. Il faut bien leur montrer que voilà, ils sont là et on les aime, quoi. Voilà, le bon manger. C'est vrai que la présentation est aussi très très importante. Bon manger ou bien manger, ça veut dire aussi avoir des aliments de qualité pour éviter de recourir à des plats industriels. On en parlait tout à l'heure, trop salés, trop sucrés, etc. Mais ça veut dire avoir des aliments de qualité qui ont été bien conservés, surtout bien préparés. Est-ce qu'il faut manger nécessairement bio ou pas? Qui veut répondre? Vous battez pas surtout, hein. Je sais que là aussi c'est une question qui peut faire débat. Franck? Oui, alors le bio, c'est quand même une garantie d'un sourcing de qualité en général, c'est-à-dire relativement dépourvu, pas totalement, mais beaucoup dépourvu de pesticides. Et on sait que les pesticides ont des impacts assez néfastes sur nos organismes. Je ne vais pas tous les énumérer. Parce non, que mais ce sont des perturbateurs endocriniens, un terme dont on entend beaucoup parler en ce moment. Toxiques pour la reproduction, ce sont des cancérogènes probables. Enfin, il y a toute une litanie de problématiques. Donc déjà, manger bio, c'est aussi, en dehors du fait que c'est moins pollué, ou carrément moins pollué, oui, il y a une densité micronutritionnelle beaucoup plus importante. C'est-à-dire que c'est aussi la garantie d'avoir un fruit ou un légume qui est arrivé à maturité et qui sera gorgé de polyphénols, d'oligo-éléments, de vitamines et de choses comme ça. Il y a une étude qui montre qu'il nous faut 60 pommes des années 2020 pour atteindre le taux de vitamine C d'une pomme des années 70. Donc, ça vous donne une petite idée de la déperdition micronutritionnelle qui s'est opérée dans le temps. Ah oui, ça c'est beaucoup appauvri, effectivement. On peut faire appel aussi à des producteurs locaux aussi. C'est sûr que manger local, déjà, c'est aussi contribuer à l'environnement. Et puis c'est une agriculture raisonnée, donc a priori, il y a quand même moins de pesticides, etc. Alors justement, en matière d'alimentation responsable, je propose de découvrir maintenant une initiative de la MGEN qui permet aux résidents de son établissement de l'Arbizon à Bagnères de Bigorre de manger local, frais, équilibré et de saison, tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Regardez. Ces dernières années, la tendance s'est orientée à l'industrialisation de la production alimentaire afin notamment de réduire les coûts. Ça a eu pour conséquence une nutrition de moindre qualité, une surabondance des emballages plastiques et davantage de gaspillage alimentaire. L'alimentation, ça fait partie du soin. On souhaite avoir une démarche responsable et être ancrée sur nos territoires. Travailler les produits du terroir, ça m'inspire de la fierté tout d'abord. Le respect du terroir et de ses habitants, le plaisir de toucher et de cuisiner nos produits régionaux. Je rencontre les producteurs lors de leur livraison chez nous et je me rends chez eux également dans leur exploitation pour m'imprégner de leur travail en amont et je respecte le produit et je le sublime en le cuisinant. Le projet pilote de notre établissement de l'Arbizon a pour objectif de se déployer sur l'ensemble des établissements avec une priorité sur les achats locaux qui sont vraiment ancrés au cœur de nos valeurs mutualistes. Cette démarche s'inscrit dans les actions RSE. Le groupe souhaite se positionner comme un acteur majeur de l'approvisionnement responsable en soutenant les producteurs et cela au plus proche de nos territoires. Voilà, une initiative que nous avions envie de saluer parce que c'est vrai que ce type d'expérimentation est encore beaucoup trop rare. Quelques mots peut-être aussi sur les modes de cuisson parce que voilà, ça ne sert à rien d'avoir des bons aliments bio, de qualité, etc. si on ne sait pas bien les préparer. Alors, quels seraient les meilleurs modes de cuisson pour préserver les vitamines, les minéraux ? C'est plutôt des cuissons douces. Hein, on dit vraiment que c'est la cuisson vapeur qui est la plus intéressante. Alors je parle de la vraie cuisson vapeur qui prend un peu de temps et c'est vraiment celle qui va conserver le mieux les vitamines et les minéraux. Donc la vapeur douce, c'est ça, qui va cuire à moins de 100 degrés, même 95 degrés pour pouvoir préserver les vitamines et les minéraux au maximum. Après l'idée c'est de varier quand même à la maison aussi parce qu'on est toujours dans cette idée de variété. C'est pas varier que les aliments mais aussi varier les modes de cuisson. Vraiment les cuissons qu'on a tendance à conseiller de réduire au maximum, c'est tout ce qui est friture, grillade, tout ce qui va être à très haute température. Oui, parce que les huiles qui sont frites, et notamment attention à l'huile d'olive, c'est vrai que dès qu'elle frétille déjà, cette huile est dénaturée et devient toxique, Franck. Faire attention aux huiles, qu'on utilise les huiles de cuisson. Oui, les huiles portées à température perdent leur qualité nutritionnelle. Donc les huiles doivent être protégées de l'air, de la chaleur, et bien sûr de l'oxydation. Donc c'est pour ça qu'il faut que ce soit dans des bouteilles pas éventées, plutôt à l'abri, et puis voilà, les consommer assez rapidement, sinon elles sont impropres parce que oxydées.
Voilà, et il y a certaines huiles qu'on doit conserver au réfrigérateur, ça on ne le sait pas toujours, mais l'huile de lin par exemple, l'huile de chanvre, l'huile de cameline qui sont très riches en oméga 3, c'est important de les conserver au réfrigérateur. Un dernier conseil, pensez à mastiquer. Alors tout le monde le sait mais personne ne le fait. Hein, Franck? C'est très important, notamment chez les enfants, quand on leur donne des nouilles, ils ont tendance à les avaler directement. Donc il n'y a pas le processus d'hydrolyse des amidons déjà dans la bouche avec la salive. Et puis effectivement, mâcher permet d'envoyer des informations au cerveau qui vont nous préparer à une bonne digestion. Et surtout, rappelez-vous que mastiquer, c'est ce qui permet de bien ressentir les goûts et d'avoir le plaisir de manger. Voilà, donc l'idée, c'est pas de mastiquer non plus trop longtemps, que j'ai eu des patients ça dénaturait le goût, c'était désagréable, donc pas besoin d'aller jusque-là, mais de mâcher un minimum pour avoir aussi le plaisir du goût et avoir plus de chances d'être satisfait en fin de repas. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission, donc bien manger, finalement, c'est pas si compliqué, hein. C'est avant tout une question d'organisation, d'anticipation, hein. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il faut aller faire des courses avant pour ne pas avoir son frigo vide et du coup manger n'importe quoi. C'est ça. Et puis du bon sens aussi, et puis surtout se faire plaisir, hein, ce que vous nous rappeliez Catherine. Donc voilà, manger sainement, très bien, mais ne jamais oublier la dimension plaisir. Merci en tout cas à tous les trois pour vos précieux conseils. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de La Santé d'abord. D'ici là, portez-vous bien. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.